Bonjour Guy Ménard. Vous êtes inspecteur général honoraire de l'éducation nationale et vous avez été responsable de la cellule TIS de l'inspection générale. Vous êtes aujourd'hui en charge du dossier TIS, de ce même dossier, mais au REPTA. Qu'est-ce que donc le REPTA? Alors, le REPTA, comme le nom l'indique, c'est un réseau. Le REPTA, c'est un acronyme, ce sont des sigles qui signifient Réseau Éducation pour tous en Afrique. C'est une structure qui est de type ONG, type association de loi 1901, qui fédère des structures qui sont des personnes morales en quelque sorte, des associations, des collectivités territoriales et des entreprises. On a longtemps travaillé sur l'Afrique. Plusieurs personnes du réseau faisaient déjà partie d'associations qui étaient investies sur le Sahel, à titre bénévole, comme beaucoup de retraités. Plusieurs d'entre nous ont eu un passé africain, c'est mon cas. J'ai voulu revenir sur les terres de ma naissance et quand j'ai pris ma retraite, j'ai cherché à me rapprocher de personnes qui, comme moi, avaient envie de donner un peu l'expertise qu'elles avaient acquise pendant toute leur carrière à d'autres avant de s'arrêter définitivement. Et on s'aperçoit vite quand on s'investit dans le domaine associatif sur des pays en développement qu'il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté. Très rapidement, il faut trouver des fonds pour soutenir les projets, pour financer les missions. Et le REPTA a finalement cette vocation. Il met ensemble les associations qui sont porteuses des projets, les collectivités territoriales qui, dans le cadre de la coopération décentralisée, maintenant sont des bailleurs de fonds qui se sont installés dans des actions de coopération donc avec différents pays et différentes structures de collectivités correspondantes. Des villes travaillent avec des villes du Sahel, des régions travaillent, je connais des régions par exemple qui travaillent avec des régions homologues à Madagascar. Et puis il y a les grandes fondations. Donc nous collaborons par exemple avec la Fondation Orange, avec la Fondation Veolia. Nous commençons à monter maintenant des projets qui associent différents types de financeurs et toutes les bonnes volontés et qui sont dans nos associations. Bon, un exemple, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de pays sur lequel le REPTA est intervenu et en particulier sur lequel que vous avez eu à traiter récemment? Oui, et ça va me permettre d'expliquer comment, finalement, qu'est-ce qu'on essaye de faire. Voilà, c'est ça. Comment ça se passe? Voilà. Alors, un premier exemple. Bon, d'abord, les pays sur lesquels on intervient. On a, de façon assez... dès le départ du réseau, nous sommes présents sur, d'abord, le Burkina, le Sénégal, le Mali, le Niger, donc l'Afrique le noire, Bénin, l'Afrique sahélienne, et depuis un an à peu près sur Madagascar. Au Burkina, le fondateur de notre réseau, qui est Gabriel Cohn-Bendit, a découvert, il a pris conscience de l'ampleur du problème des enfants des rues. Ce sont des jeunes qui soit n'ont jamais été scolarisés, soit l'ont été tellement peu qu'il leur reste pratiquement rien des apprentissages fondamentaux, en particulier lecture, calcul. Et ce problème des enfants des rues, on le retrouve dans beaucoup de grandes mégapoles africaines. Il y a de nombreuses raisons qui font que les enfants ne restent pas à l'école. Il y en a une en particulier, c'est que très souvent, les parents ont besoin de récupérer les enfants pour les insérer dans leurs activités professionnelles qui nécessitent de la main-d'œuvre, et les enfants sont de la main-d'œuvre à bon marché, donc ils sont récupérés. Le résultat, c'est qu'on a en Afrique une forte proportion d'analphabètes qui n'est pas en réduction, contrairement à ce que l'on espérait avec les objectifs du millénaire. Les États ont fait d'énormes efforts de massification de la scolarisation, mais ils n'arrivent pas à maintenir les enfants à l'école. Donc finalement, l'écart entre les objectifs visés et la réalité de ce que l'école produit est au contraire en train de s'aggraver.
Les associations, les ONG diverses sont une des solutions en complément de ce que font les États. Elles récupèrent ces enfants, essayent de les réinsérer dans le circuit scolaire et il y a finalement quelques exemples de réussite. Alors je peux en citer une. Au Niger, nous avons travaillé sur ce que l'on appelle les classes de la seconde chance. On en parle en France aussi. On en parle en France aussi, absolument. Et oui, ça ressemble un peu. Hein. Ces enfants sont donc remis dans le circuit, suffisamment pour qu'on les présente au diplôme de fin d'études du premier degré. Et finalement, on s'aperçoit que leurs chances de réussite sont du même ordre que ceux qui suivent le circuit normal. Et même parfois des succès supérieurs, des succès statistiques supérieurs. Alors, une fois qu'on les a amenés au niveau de scolarité de fin du primaire, que deviennent ces enfants? On s'est rendu compte très vite aussi que si on n'associait pas la réinsertion scolaire de ces jeunes, qui déjà sont assez avancés en âge, avec un début de formation professionnelle et l'espoir d'une insertion sociale et professionnelle, on se retrouve avec des enfants qui effectivement savent lire et écrire, des jeunes qui savent lire et écrire, mais on n'a aucun impact sur le développement du pays. Donc maintenant, depuis quelques années, notre réseau s'intéresse beaucoup à la formation professionnelle de base. Et au Sénégal, nous travaillons avec une ferme-école qui récupère des adolescents, les alphabétise, complète leur formation primaire, mais leur apprend plusieurs aspects du métier d'agriculteur et les aide à fonder des petites entreprises agricoles vivrières à l'échelle artisanale. Dans les pays développés, le numérique est symbole d'utilisation de matériel perfectionné. Lorsqu'on parle du lycée numérique en France, en Europe, aux États-Unis, immédiatement on voit une foultitude d'ordinateurs. Ça nécessite des investissements importants. Et pourtant, tu animes la cellule TIST du REPTA à destination de jeunes tels que tu les décris, que l'on peut considérer comme les plus déshérités de la planète. C'est un petit peu particulier. Alors écoute, je vais te dire, je vais te raconter un exemple en fait, que j'ai, plusieurs exemples que j'ai vécu, bon je vais résumer un peu. Quand tu vas dans une école à Madagascar, en secteur urbain, tu t'aperçois que le maître est devant entre 60 et 80 élèves. Tu pars en secteur rural, l'effectif est moindre, mais le maître a une classe, ce qu'on appelle en Afrique multigrade, c'est des classes à plusieurs niveaux qu'on connaît chez nous. Il est tout seul. Dans les deux cas, de quoi dispose-t-il comme ressources pédagogiques pour assurer son cours? Tout simplement comme outil. Il a son tableau noir, oui. Il a une craie, oui. Parfois des craies de couleur. Bon, à Madagascar, ils ont des manuels. Simplement, les manuels sont souvent pas suffisamment nombreux pour que chaque élève en ait un. Et dans les secteurs ruraux que j'ai pu observer, très peu de manuels. Donc, comment la classe se passe? Le maître qui a envie de mettre sous les yeux de ses élèves un support pour les faire travailler, pour les faire réfléchir, il faut qu'il dessine, par exemple, une carte du monde ou une anatomie de l'appareil respiratoire sur son tableau. Il va y passer aux alentours d'une heure et demie pour bien dessiner, pour bien lécher son dessin. Une fois qu'il a fait ça sur son tableau, il a occupé la moitié de la surface de travail dont il dispose. Il va hésiter à l'effacer. Ça va rester là, il va travailler dessus, et puis au bout d'un moment, tout ce travail, il va être obligé de l'effacer pour faire de la place pour en faire un autre. Moi, j'ai vu un professeur passer 45 minutes en présence de ses élèves pour
pour dessiner une map monde. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on leur fournisse des supports pédagogiques diversifiés, qui leur fassent énormément gagner du temps. Et là, vous leur fournissez quoi alors? Alors, notre idée, c'était de leur fournir de l'audiovisuel. On a expérimenté l'audiovisuel dans sa forme traditionnelle, avec les magnétoscopes, avec les téléviseurs. Ça a été un échec. Ça a été un échec pour des raisons diverses. Déjà, le magnétoscope dans les zones tropicales, on voit que la longévité de ce matériel c'est pas du tout adapté. Et puis en plus, aller chercher les ressources dans les supports magnétiques de type analogique, ça fait perdre énormément de temps. On dispose maintenant, avec le matériel numérique, de moyens beaucoup plus immédiats, beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Alors on a fait ce pari. Et on s'est dit, on va fournir des vidéoprojecteurs, des ordinateurs et des ressources. Et on sait que si on fournit un matériel qui est extrêmement décalé par rapport aux usages, les probabilités pour qu'il ne soit pas utilisé sont très importantes. Si on leur fournit un tableau numérique interactif, c'est qu'on puisse montrer aux maîtres que ce tableau, ils peuvent l'utiliser pratiquement comme ils utilisaient leur tableau noir. Mais qu'une fois qu'ils ont fait ce qu'ils savent faire d'habitude avec un tableau noir, ils ont énormément de possibilités supplémentaires. C'est un tableau noir enrichi, où ils peuvent garder la mémoire de ce qu'ils ont fait la veille, ou le dessin qu'ils viennent de réaliser, ils le mettent en mémoire, il est sur une page, ils peuvent le rappeler en fin de séance, le rappeler sur la séance suivante, ils peuvent appeler de la vidéo, ils peuvent créer des petits exercices interactifs. Et c'est comme ça qu'on rentre. Et on s'aperçoit que de fait, en faisant ça, les maîtres sont tout de suite intéressés, même s'ils avaient peu de connaissances en informatique. Et bon, on en voit qui, au bout d'une semaine ou deux, sont capables de réaliser des petites ressources avec un petit appareil photo numérique. Ils fabriquent des ressources adaptées à leur contexte, à partir desquelles ils font parler les élèves dans leur langue nationale. Et ça change complètement les relations pédagogiques entre le maître et l'élève, et puis surtout la motivation des élèves. C'est fabuleux, c'est magnifique à voir. On a des enfants qui tout d'un coup découvrent une autre dimension du monde, une autre dimension de l'école, et des maîtres qui trouvent du plaisir à enseigner dans un contexte qui les valorise énormément par rapport à ce qu'ils faisaient avant, et où ils voient des effets sur leurs élèves qu'ils n'imaginaient même pas. En résumé, le numérique au service des enfants déshérités de la planète participe de l'évolution de ces pays vers le développement et permet à ces jeunes de devenir, un petit peu comme notre jeune, des adultes responsables. Oui, des adultes responsables, des adultes qui ont une connaissance du monde qui est beaucoup moins livresque, beaucoup moins théorique, et puis on arrive à commencer à les impliquer dans leurs apprentissages. On met en place des stratégies pédagogiques qui sont plus interactives, et au passage, avec un tableau interactif, on leur montre un environnement numérique. On n'arrivera jamais à mettre les jeunes Africains, chacun devant un ordinateur, dans les classes du premier degré. En revanche, avec un tableau numérique, ils voient devant eux le maître manipuler les fonctionnalités logicielles. Ils s'habituent à l'informatique et on travaille sur la fracture numérique tout en travaillant sur la fracture de la littératie. Merci Guy Ménard. Je te remercie aussi.